Hector Malot, Sans famille, tome 1. À Lucie Malot. Pendant que j'ai écrit ce livre, j'ai constamment pensé à toi, mon enfant, et ton nom m'est venu à chaque instant sur les lèvres. Lucie sentira-t-elle cela? Lucie prendra-t-elle intérêt à cela? Lucie toujours. Ton nom prononcé si souvent doit donc être inscrit en tête de ces pages. Je ne sais la fortune qui leur est réservée, mais quelle qu'elle soit, elles m'auront donné des plaisirs qui valent tous les succès. La satisfaction de penser que tu peux les lire, la joie de te les offrir. Hector Malot. Hector Malot, Sans famille, tome 1. Première partie, chapitre 1er, au village. Je suis un enfant trouvé, mais jusqu'à 8 ans, j'ai cru, comme tous les autres enfants, que j'avais une mère, car lorsque je pleurais, il y avait une femme qui me serrait si doucement dans ses bras en me berçant, que mes larmes s'arrêtaient de couler. Jamais je ne me couchais dans mon lit sans qu'une femme vînt m'embrasser, et quand le vent de décembre collait la neige contre les vitres blanchies, elle me prenait les pieds entre ses deux mains et elle restait à me les réchauffer en me chantant une chanson dont je retrouve encore dans ma mémoire l'air et quelques paroles. Quand je gardais notre vache le long des chemins herbus ou dans les brandes, et que j'étais surpris par une pluie d'orage, elle accourait au-devant de moi et me forçait à m'abriter sous son jupon de laine, soigneusement ramené par elle sur ma tête et sur mes épaules. Par tout cela, et par bien d'autres choses encore, par la façon dont elle me parlait, par la façon dont elle me regardait, par ses caresses, par la douceur qu'elle mettait dans ses gronderies, je croyais qu'elle était ma mère. Mais voici comment j'appris qu'elle n'était que ma nourrice. Mon village, ou pour parler plus justement, le village où j'ai été élevée, car je n'ai pas eu de village à moi, pas de lieu de naissance, pas plus que je n'ai eu de père et de mère. Le village, enfin, où j'ai passé mon enfance se nomme Chavanon. C'est l'un des plus pauvres du centre de la France. Cette pauvreté, il la doit non à l'apathie ou à la paresse de ses habitants, mais à sa situation, même dans une contrée peu fertile. Pour trouver de beaux arbres, il faut abandonner les hauteurs et descendre sur les bords des rivières, où dans d'étroites prairies poussent de grands châtaigniers et des chênes vigoureux. C'est dans un de ces replis de terrain, sur les bords d'un ruisseau qui va perdre ses eaux rapides dans un des affluents de la Loire, que se dresse la maison où j'ai passé mes dernières années. Jusqu'à 8 ans, je n'avais jamais vu d'homme dans cette maison. Cependant, ma mère n'était pas veuve, mais son mari, qui était tailleur de pierre comme un grand nombre d'autres ouvriers de la contrée, travaillait à Paris où il n'était pas revenu, et il n'était pas revenu au pays depuis que j'étais en âge de voir ou de comprendre ce qui m'entourait. De temps en temps seulement, il envoyait de ses nouvelles par un de ses camarades qui rentrait au village. « Mère Barberin, votre homme va bien. Il m'a chargé de vous dire que l'ouvrage marche fort et de vous remettre l'argent que voilà. Voulez-vous compter ?» Et c'était tout. Mère Barberin se contentait de ses nouvelles. Son homme était en bonne santé, l'ouvrage donnait, il gagnait sa vie. Un jour de novembre, comme le soir tombait, un homme que je ne connaissais pas s'arrêta devant notre barrière. J'étais sur le seuil de la maison, occupé à casser une bourrée. Sans pousser la barrière, l'homme me demanda si ce n'était pas là que demeurait la mère Barberin. Je lui dis d'entrer et à pas lents, il s'avança vers la maison. Au bruit de nos voix, mère Barberin accourut, et au moment où il franchissait notre seuil, elle se trouva face à face avec lui. « J'apporte des nouvelles de Paris, dit-il. » C'étaient là des paroles bien simples et qui déjà, plus d'une fois, avaient frappé nos oreilles. Mais le ton avec lequel elles furent prononcées ne ressemblait en rien à celui qui autrefois accompagnait les mots. « Votre homme va bien, l'ouvrage marche. » « Ah mon Dieu !» s'écria mère Barberin en joignant les mains. « Un malheur est arrivé à Jérôme. »« Eh bien oui, mais il ne faut pas vous rendre malade de peur. Votre homme a été blessé, voilà la vérité, seulement il n'est pas mort. Pourtant,
Il sera peut-être estropié. Pour le moment où il est à l'hôpital, j'ai été son voisin de lit, et comme je rentrais au pays, il m'a demandé de vous dire la chose en passant. Mère Barberin, qui voulait en savoir plus long, pria l'homme de rester à souper. Il s'assit dans le coin de la cheminée, et tout en mangeant, il nous raconta comment le malheur était arrivé. Barberin avait été à moitié écrasé par des échafaudages qui s'étaient abattus, et, comme on avait prouvé qu'il ne devait pas se trouver à la place où il avait été blessé, l'entrepreneur refusait de lui payer aucune indemnité. « Pas de chance, le pauvre Barberin, dit-il, pas de chance. Il y a des malins qui auraient trouvé là-dedans un moyen pour se faire des rentes. Mais votre homme n'aura rien. Pourtant, dit-il en terminant son récit, je lui ai donné le conseil de faire un procès à l'entrepreneur. Un procès, cela coûte gros. Mais, oui, mais quand on le gagne. Mère Barberin aurait voulu aller à Paris, mais c'était une terrible affaire qu'un voyage si long et si coûteux. Le lendemain matin, nous descendîmes au village pour consulter le curé. Celui-ci ne voulut pas la laisser partir sans savoir avant si elle pouvait être utile à son mari. Il écrivit à l'aumônier de l'hôpital où Barberin était soigné, et quelques jours après, il reçut une réponse disant que mère Barberin ne devait pas se mettre en route, mais qu'elle devait envoyer une certaine somme d'argent à son mari, parce que celui-ci allait faire un procès à l'entrepreneur chez lequel il avait été blessé. Les journées, les semaines s'écoulèrent, et de temps en temps, il arrivait des lettres qui toutes demandaient de nouveaux envois d'argent. Il fallait vendre la vache pour s'en procurer. Ceux-là seuls qui ont vécu à la campagne, avec les paysans, savent ce qu'il y a de détresse et de douleur dans ces trois mots, vendre la vache. Nous vivions aussi bien de la nôtre, mère Barberin et moi, que jusqu'à ce moment, je n'avais presque jamais mangé de viande. Mais ce n'était pas seulement notre nourrice qu'elle était, c'était encore notre camarade, notre amie. Enfin, nous l'aimions et elle nous aimait, ce qui est tout dire. Pourtant, il fallut s'en séparer, car c'était seulement par la vente de la vache qu'on pouvait satisfaire Barberin. Il vint un marchand à la maison, et après avoir examiné la roussette, après l'avoir longuement palpée en secouant la tête d'un air mécontent, après avoir dit et répété 100 fois qu'elle ne lui convenait pas du tout, il avait fini par dire qu'il voulait bien la prendre par bonté d'âme et pour obliger mère Barberin, qui était une brave femme. Plus de lait, plus de beurre, le matin un morceau de pain, le soir des pommes de terre au sel. Le Mardi Gras arriva justement peu de temps après la vente de Roussette, l'année précédente. Pour le Mardi Gras, mère Barberin m'avait fait un régal avec des crêpes et des beignets. Mais alors nous avions Roussette, qui nous avait donné le lait pour délayer la pâte et le beurre pour mettre dans la poêle. Plus de Roussette, plus de lait, plus de beurre, plus de Mardi Gras. C'était ce que je m'étais dit tristement. Mais mère Barberin m'avait fait une surprise, bien qu'elle ne fût pas emprunteuse. Elle avait demandé une tasse de lait à l'une de nos voisines, un morceau de beurre à une autre, et quand j'étais rentrée vers midi, je l'avais trouvée en train de verser de la farine dans un grand poêlon en terre. Si j'avais osé, j'aurais demandé à quoi devait servir cette farine, mais précisément parce que j'avais grande envie de le savoir, je n'osais pas en parler pour ne pas faire de la peine à mère Barberin. « Qu'est-ce qu'on fait avec de la farine ?» dit-elle en me regardant. « Tu n'oses pas le dire? Tu n'oses pas le dire? Tu sais que c'est aujourd'hui Mardi Gras, le jour des crêpes et des beignets. Mais tu sais que nous n'avons ni beurre ni lait, c'est vrai ça? Or, oh mais mère Barberin, comme d'avance j'avais deviné tout cela, je me suis arrangée pour le Mardi Gras, pour que Mardi Gras ne te fasse pas vilaine figure. Regarde dans la huche. Le couvercle levé, et il le fut vivement. J'aperçus le lait, le beurre, des œufs et 3 pommes. « Donne-moi les œufs, me dit-elle. Et pendant que je les casse, pèle les pommes. » Pendant que je coupais les pommes en tranches, elle cassa les œufs dans la farine et se mit à battre le tout. Quand la pâte fut délayée, mère Barberin posa la terrine sur les cendres chaudes, et il n'y eut plus qu'à attendre le soir
car c'était à notre souper que nous devions manger les crêpes et les beignets. Pour être franc, je dois avouer que la journée me parut longue et que plus d'une fois j'allais soulever le linge qui recouvrait la terrine. Enfin la chandelle fut allumée. « Mets du bois au feu, me dit mère Barberin. » Il ne fut pas nécessaire de me répéter 2 fois cette parole que j'attendais avec tant d'impatience. Bientôt une grande flamme monta dans la cheminée et sa lueur vacillante emplit la cuisine. Alors mère Barberin décrocha de la muraille la poêle à frire et la posa au-dessus de la flamme. « Donne-moi le beurre. » Elle en prit au bout de son couteau un morceau gros comme une petite noix et le mit dans la poêle où il fondit en grésillant. Ah, c'était vraiment une bonne odeur qui chatouillait d'autant plus agréablement notre palais que depuis longtemps nous ne l'avions pas respiré. C'était aussi une joyeuse musique que celle produite par les grésillements et les sifflements du beurre. Cependant, si attentif que je fusse à cette musique, il me sembla entendre un bruit de pas dans la cour. Qui pouvait venir nous déranger à cette heure? Une voisine, sans doute, pour nous demander du feu. Un bâton heurta le seuil, puis, aussitôt, la porte s'ouvrit brusquement. « Qui est là ?» demanda mère Barberin sans se retourner. Un homme était entré, et la flamme qui l'avait éclairé en plein m'avait montré qu'il était vêtu d'une blouse blanche et qu'il tenait à la main un gros bâton. « On fait donc la fête ici ? Ne vous gênez pas, dit-il d'un ton rude. « Ah, mon Dieu !» s'écria mère Barberin, en posant vivement sa poêle à terre. « C'est toi, Jérôme ?» Puis, me prenant par le bras, elle me poussa vers l'homme qui s'était arrêté sur le seuil. « C'est ton père. » Hector Malot, Sans famille, volume 1, chapitre 2, Un père nourricier. Je m'étais approché pour l'embrasser à mon tour, mais du bout de son bâton, il m'arrêta. « Qu'est-ce que c'est que celui-là ?»« C'est Rémi. Tu m'avais dit. »« Eh bien, oui, mais ce n'était pas vrai parce que... » « Ah, pas vrai, pas vrai. » Et il fit quelques pas vers moi, son bâton levé, et instinctivement, j'ai reculé. Qu'avais-je fait? De quoi étais-je coupable? Pourquoi cet accueil, lorsque j'allais à lui pour l'embrasser? Je n'eus que le temps d'examiner ces diverses questions. « Je vois que vous faisiez mardi gras, dit-il. Ça se trouve bien, car j'ai une solide faim. Qu'est-ce que tu as pour souper? » Je faisais des crêpes. Je vois bien, mais ce n'est pas des crêpes que tu vas donner à manger à un homme qui a 10 lieues dans les jambes. C'est que je n'ai rien, nous ne t'attendions pas. Comment rien? Rien à souper? Il leva les yeux au plafond, l'endroit où l'on accrochait le lard autrefois, mais depuis longtemps le crochet était vide. Et à la poutre pendaient seulement maintenant quelques glanes d'ail et d'oignon. « Voilà de l'oignon, dit-il, en faisant tomber une glane avec son bâton. 4 ou 5 oignons, un morceau de beurre, et nous aurons une bonne soupe. Retire ta crêpe et fricasse-nous les oignons dans la poêle. » Retirer la crêpe de la poêle? Mère Barberin ne répliqua rien. Au contraire, elle s'empressa de faire ce que son homme demandait. Je n'avais pas osé quitter la place où le bâton m'avait amené, et, appuyé contre la table, je le regardais. C'était un homme d'une 50aine d'années environ. Au visage rude, à l'air dur, il portait la tête inclinée sur l'épaule droite, par suite de la blessure qu'il avait reçue, et cette difformité contribuait à rendre son aspect peu rassurant. Mère Barberin avait replacé la poêle sur le feu. « Est-ce que c'est avec ce petit morceau de beurre que tu vas nous faire la soupe ?» dit-il. Alors, prenant lui-même l'assiette où se trouvait le beurre, il fit tomber la motte entière dans la poêle. Plus de beurre dès lors pour les crêpes. Plus de crêpes. Mais je ne pensais plus aux crêpes ni aux beignets. L'idée qui occupait mon esprit, c'était que cet homme qui paraissait si dur était mon père. Je ne m'étais jamais demandé d'une façon bien précise ce que c'était qu'un père, mais en regardant celui qui me tombait du ciel, je me sentis pris d'un effroi douloureux. J'avais voulu l'embrasser, il m'avait repoussé du bout de son bâton. Pourquoi? Mère Barberin ne me repoussait jamais lorsque j'allais l'embrasser, bien au contraire. Au lieu de rester immobile comme si tu étais gelé, me dit-il, mets les assiettes sur la table. Je me hâtai d'obéir. La soupe était faite. Mère Barberin la servit dans les assiettes. Alors il vint s'asseoir à table et commença à manger,
s'arrêtant seulement de temps en temps pour me regarder. J'étais si troublée, si inquiet que je ne pouvais manger, et je le regardais aussi, mais à la dérobée. Est-ce qu'il ne mange pas plus que ça d'ordinaire? Ah si, il mange bien. Tant pis, si encore il ne mangeait pas. Naturellement, je n'avais pas envie de parler, et Mère Barberin n'était pas plus que moi disposée à la conversation. Elle allait et venait autour de la table, attentive à servir son mari. « Alors, tu n'as pas faim, me dit-il. »« Non. »« Eh bien, va te coucher, et tâche de dormir tout de suite, sinon je me fâche. » Mère Barberin me lança un coup d'œil qui me disait d'obéir sans répliquer. Mais cette recommandation était inutile, je ne pensais pas à me révolter. Comme cela se rencontre dans un grand nombre de maisons de paysans, notre cuisine était en même temps notre chambre à coucher. Auprès de la cheminée, tout ce qui servait au manger, la table, la huche, le buffet, à l'autre bout, les meubles propres au coucher. Dans un angle, le lit de Mère Barberin, dans le coin opposé, le mien, qui se trouvait dans une sorte d'armoire entourée d'un lambrequin en toile rouge. Je me dépêchai de me coucher, mais dormir était une autre affaire. Je n'avais pas sommeil, je n'étais pas tranquille. Terriblement tourmenté au contraire, et de plus très malheureux. Comment cet homme était mon père? Alors pourquoi me traitait-il si durement? Le nez collé contre la muraille, je faisais effort pour chasser ses idées et m'endormir, comme il me l'avait ordonné, mais c'était impossible, le sommeil ne venait pas. Au bout d'un certain temps, je ne saurais dire combien, j'entendis qu'on s'approchait de mon lit. Au pas lent, traînant et lourd, je reconnus tout de suite que ce n'était pas Mère Barberin. Un souffle chaud effleura mes cheveux. « Dors-tu » demanda une voix étouffée. Je n'eus garde de répondre. « Il dort, dit Mère Barberin. Aussitôt couché, aussitôt endormi, c'est son habitude. Tu peux parler sans crainte qu'il t'entende. » Sans doute j'aurais dû dire que je ne dormais pas, mais je n'osais point. « Ton procès, où en est-il » demanda Mère Barberin. « Perdu. Les juges ont décidé que j'étais en faute de me trouver sous les échafaudages et que l'entrepreneur ne me devait rien. » Là-dessus donna un coup de poing sur la table et se mit à jurer sans dire aucune parole sensée. « Le procès perdu, reprit-il, bientôt notre argent perdu, estropié, la misère, voilà. Et comme si ce n'était pas assez, en rentrant ici, je trouve un enfant. M'expliqueras-tu pourquoi tu n'as pas fait comme je t'avais dit de faire? Parce que je n'ai pas pu. Tu n'as pas pu le porter aux enfants trouvés? On n'abandonne pas comme ça un enfant qu'on a nourri de son lait et qu'on aime. Ce n'était pas ton enfant. Enfin, je voulais faire ce que tu demandais, mais voilà, précisément qu'il est tombé malade. Ce n'était pas le moment, n'est-ce pas, de le porter à l'hospice pour le tuer? Pour le tuer? Et quand il a été guéri? C'est qu'il n'a pas été guéri tout de suite. Après cette maladie en est venue une autre. Il toussait, le pauvre petit, à vous fendre le cœur. C'est comme ça que notre petit Nicolas est mort. Mais après, le temps avait marché, puisque j'avais attendu jusque-là, je pouvais bien attendre encore. Quel âge a-t-il présentement? 8 ans. Eh bien, il ira à 8 ans, là où il aurait dû aller autrefois, et ça ne lui sera pas plus agréable. Voilà ce qu'il aura gagné. Ah, Jérôme, tu ne feras pas ça. Je ne ferai pas ça, et qui m'en empêchera? Crois-tu que nous pouvons le garder toujours? Il y eut un moment de silence, et je pus respirer. L'émotion me serrait à la gorge au point de m'étouffer. Bientôt, Mère Barberin reprit. « Ah, comme Paris t'a changé! Tu n'aurais pas parlé comme ça avant d'aller à Paris. » Peut-être, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que si Paris m'a changé, il m'a aussi estropié. Comment gagner sa vie maintenant? La tienne, la mienne? Nous n'avons plus d'argent. La vache est vendue. Faut-il que quand nous n'avons pas de quoi manger, nous nourrissions un enfant qui n'est pas le nôtre? C'est le mien. Ce n'est pas plus le tien que le mien. Ce n'est pas un enfant de paysan. Je le regardais pendant le souper. C'est délicat, c'est maigre. Pas de bras, pas de jambes. C'est le plus joli enfant du pays. Joli, je ne dis pas, mais solide. Est-ce que c'est sa gentillesse qui lui donnera à manger? Est-ce qu'on est un travailleur avec des épaules comme les siennes? On est un enfant de la ville, et les enfants des villes, il ne nous en faut pas ici. Je te dis que c'est un brave enfant, et il a de l'esprit comme un chat, et avec cela bon cœur.
Il travaillera pour nous. En attendant, il faudra que nous travaillions pour lui. Et moi, je ne peux plus travailler. Et si ses parents le réclament, qu'est-ce que tu diras? Ses parents? Est-ce qu'il a des parents? S'il en avait, il l'aurait cherché. Et depuis 8 ans, trouvé, bien sûr. Ah, j'ai fait une fameuse sottise de croire qu'il avait des parents qui le réclameraient un jour et nous payeraient notre peine pour l'avoir élevé. Je n'ai été qu'un nigaud, qu'un imbécile, parce qu'il était enveloppé dans de beaux langes avec des dentelles. Cela ne voulait pas dire que ses parents le chercheraient. Ils sont peut-être morts d'ailleurs. Et s'ils ne le sont pas? Et si un jour ils viennent nous le demander? J'ai dans l'idée qu'ils viendront. Que les femmes sont donc obstinées. Enfin, s'ils viennent, eh bien nous les enverrons à l'hospice. Mais assez causé, tout cela m'ennuie. Demain, je le conduirai au maire. Ce soir, je vais aller dire bonjour à François. Dans 1 heure, je reviendrai. La porte s'ouvrit et se referma. Il était parti. Alors, se redressant vivement, je me mis à appeler mère Barberin. « Ah, maman !» Elle a couru près de mon lit. « Est-ce que tu me laisseras aller à l'hospice ?»« Non, mon petit Rémi, non. » Et elle m'embrassa tendrement en me serrant dans ses bras. « Tu ne dormais donc pas ?» me demanda-t-elle doucement. « Ce n'est pas ma faute. Je ne te gronde pas. Alors, tu as entendu tout ce qu'a dit Jérôme ?»« Oui, tu n'es pas ma maman, mais lui n'est pas mon père. » Je ne prononçais pas ces mots sur le même ton, car, si j'étais désolée d'apprendre qu'elle n'était pas ma mère, j'étais heureux, presque fier, de savoir que lui n'était pas mon père. Mais mère Barberin ne parut pas y prendre attention. « J'aurais peut-être dû, dit-elle, te faire connaître la vérité. Mais tu étais si bien, mon enfant, que je ne pouvais pas te dire, sans raison, que je n'étais pas ta vraie mère. Ta mère, pauvre petite, tu l'as entendu, on ne la connaît pas. Est-elle vivante? Ne l'est-elle plus? On n'en sait rien. Un matin à Paris, comme Jérôme allait à son travail, et qu'il passait dans une rue, qu'on appelle l'avenue de Breteuil, il entendit les cris d'un enfant. Il semblait partir de l'embrasure d'une porte, d'un jardin. C'était au mois de février. Il faisait petit jour. Il s'approcha de la porte et aperçut un enfant couché sur le seuil. Comme il regardait autour de lui pour appeler quelqu'un, il vit un homme sortir de derrière un gros arbre et se sauver. Sans doute cet homme s'était caché là pour voir si l'on trouverait l'enfant qu'il avait lui-même placé dans l'embrasure de la porte. Voilà Jérôme bien embarrassé. Il fut rejoint par d'autres ouvriers et l'on décida qu'il fallait porter l'enfant chez le commissaire de police. Il ne cessait pas de crier. On pensa qu'il souffrait de la faim et l'on alla chercher une voisine qui voudrait bien lui donner le sein. Il se jeta dessus. Il était véritablement affamé. Alors on le déshabilla devant le feu. C'était un beau garçon de 5 ou 6 mois, rose, gras, superbe. Les langes et les linges dans lesquels il était enveloppé disaient clairement qu'il appartenait à des parents riches. C'était donc un enfant qu'on avait volé et ensuite abandonné. Ce fut au moins ce que le commissaire expliqua. Qu'allait-on faire? Après avoir écrit tout ce que Jérôme savait, et aussi la description de l'enfant avec celle de ses langes qui n'étaient pas marquées, le commissaire dit qu'il allait l'envoyer à l'hospice des enfants trouvés. Si personne parmi tous ceux qui étaient là ne voulait s'en charger. C'était un bel enfant, sain, solide, qui ne serait pas difficile à élever. Ses parents, qui bien sûr allaient le chercher, récompenseraient généreusement ceux qui en auraient pris soin. Là-dessus, Jérôme s'avança et dit qu'il voulait bien s'en charger. On le lui donna. J'avais justement un enfant du même âge, mais ce n'était pas pour moi une affaire d'en nourrir 2. Ce fut ainsi que je devins ta mère. Oh, maman! Au bout de 3 mois, je perdis mon enfant. Et alors je m'attachai à toi davantage. J'oubliais que tu n'étais pas vraiment notre fils. Malheureusement, Jérôme ne l'oublia pas, lui, et voyant, au bout de 3 ans que tes parents ne t'avaient pas cherché, au moins qu'ils ne t'avaient pas trouvé, il voulut te mettre à l'hospice. Tu as entendu pourquoi je ne lui ai pas obéi. Oh, pas à l'hospice, m'écriai-je en me cramponnant à elle. Mère Barberin, pas à l'hospice, je t'en prie. Non, mon enfant, tu n'iras pas. J'arrangerai cela. Jérôme n'est pas un méchant homme. Tu verras, c'est le chagrin. C'est la peur du besoin qui l'ont monté. Nous travaillerons, tu travailleras aussi.
Oui, tout ce que tu voudras, mais pas à l'hospice. Tu n'iras pas, mais à condition, c'est que tu vas tout de suite dormir. Il ne faut pas, quand il rentrera, qu'il te trouve éveillé. » Et après m'avoir embrassée, me tourna le nez contre la muraille. Elle me tourna le nez contre la muraille. J'aurais voulu m'endormir, mais j'avais été trop rudement ébranlée, trop profondément émue pour trouver à volonté le calme et le sommeil. Ainsi, mère Barberin, si bonne, si douce pour moi, n'était pas ma vraie mère. Mais alors, qu'était donc une vraie mère? Meilleure, plus douce encore? Oh non, ce n'est pas possible. Mais ce que je comprenais, ce que je sentais parfaitement, c'est qu'un père eût été moins dur que Barberin et ne m'eût pas regardé avec ses yeux froids, le bâton levé. Il voulait m'envoyer à l'hospice. Mère Barberin pourrait-elle l'en empêcher? Qu'était-ce que l'hospice? Il y avait au village 2 enfants qu'on appelait les enfants de l'hospice. Ils avaient une plaque de plomb au cou avec un numéro. Ils étaient mal habillés et sales. On se moquait d'eux. On les battait. Les autres enfants avaient la méchanceté de les poursuivre souvent comme on poursuit un chien perdu pour s'amuser. Et aussi parce qu'un chien perdu n'a personne pour le défendre. Ah, je ne voulais pas être comme ces enfants. Je ne voulais pas avoir un numéro au cou. Je ne voulais pas qu'on courût après moi en criant « À l'hospice, à l'hospice !» Cette pensée seule me donnait froid et me faisait claquer des dents. Et je ne dormais pas, et Barberin allait rentrer. Heureusement, il ne revint pas aussitôt qu'il l'avait dit, et le sommeil arriva pour moi avant lui. Hector Malot, Sans famille, tome 1, chapitre 3, la troupe du signor Vitalis. Sans doute je dormis toute la nuit, sous l'impression du chagrin et de la crainte, car le lendemain matin, en m'éveillant, mon premier mouvement fut de tâter mon lit et de regarder autour de moi pour être certain qu'on ne m'avait pas emporté. Pendant toute la matinée, Barberin ne me dit rien, et je commençais à croire que le projet de m'envoyer à l'hospice était abandonné. Mais comme midi sonnait, Barberin me dit de mettre ma casquette et de le suivre. Effrayée, je tournai les yeux vers mère Barberin pour implorer son secours, mais à la dérobée, elle me fit un signe qui me disait que je devais obéir. Il n'y avait rien à craindre. Alors, sans répliquer, je me mis en route derrière Barberin. Il marchait doucement en clopinant, et de temps en temps il se retournait tout d'une pièce pour voir si je le suivais. Ce fut ainsi que nous entrâmes dans le village. Comme nous passions devant le café, un homme qui se trouvait sur le seuil appela Barberin et l'engagea à entrer. Celui-ci, me prenant par l'oreille, me fit passer devant lui. Je me sentis soulagée. Le café ne me paraissait pas un endroit dangereux. Et puis d'un autre côté, c'était le café. Et il y avait longtemps que j'avais envie de franchir sa porte. Que faisait-on là-dedans? Que se passait-il derrière ces rideaux rouges? J'allais donc le savoir. Tandis que Barberin se plaçait à une table avec le maître du café, j'allais m'asseoir près de la cheminée et regarder autour de moi. Dans le coin opposé à celui que j'occupais se trouvait un grand vieillard à barbe blanche qui portait un costume bizarre et tel que je n'en avais jamais vu. Sur ses cheveux, qui tombaient en longues mèches sur ses épaules, était posé un haut chapeau de feutre gris, orné de plumes vertes et rouges. Une peau de mouton dont la laine était en dedans le serrait à la taille. Cette peau n'avait pas de manches, et par 2 trous ouverts aux épaules sortaient les bras vêtus d'une étoffe de velours qui autrefois avait dû être bleue. De grandes guêtres en laine lui montaient jusqu'aux genoux et elles étaient serrées par des rubans rouges qui s'entrecroisaient plusieurs fois autour des jambes. Il se tenait allongé sur sa chaise, le menton appuyé dans sa main droite, son coude reposé sur son genou ployé. Jamais je n'avais vu une personne vivante dans une attitude si calme. Il ressemblait à l'un des saints en bois de notre église. Auprès de lui, 3 chiens tassaient sous sa chaise
se chauffer sans remuer. Un caniche blanc, un barbet noir et une petite chienne grise à la mine futée et douce. Le caniche était coiffé d'un vieux bonnet de police retenu sous son menton par une lanière de cuir. Pendant que je regardais le vieillard avec une curiosité étonnée, Barberin racontait qu'il était venu au village pour me conduire au maire afin que celui-ci demanda aux hospices de lui payer une pension pour me garder. C'était donc là ce que mère Barberin avait pu obtenir de son mari, et je compris tout de suite que si Barberin trouvait avantage à me garder près de lui, je n'avais plus rien à craindre. Le vieillard, sans en avoir l'air, écoutait aussi ce qui se disait. Tout à coup, il étendit la main droite vers moi et s'adressant à Barberin. « C'est cet enfant-là qui vous gêne » dit-il avec un accent étranger. « Lui-même. Et vous croyez que l'administration des hospices de votre département va vous payer des mois de nourrice ? Dame, puisqu'il n'a pas de parents et qu'il est à ma charge, il faut bien que quelqu'un paye pour lui, c'est juste, il me semble. Je ne dis pas non, mais croyez-vous que vous obtiendrez la pension que vous demandez ? Alors il ira à l'hospice. Il n'y a pas de loi qui me force à le garder dans ma maison si je n'en veux pas. Et quand je devrais le mettre à la rue, je m'en débarrasserai. Il y aurait peut-être un moyen de vous en débarrasser tout de suite, dit le vieillard, et même de gagner à cela quelque chose. Si vous me donnez ce moyen-là, je vous paye une bouteille et de bon cœur encore. Commandez la bouteille, votre affaire est faite. Le vieillard, quittant sa chaise, vint s'asseoir vis-à-vis de Barberin. Qu'allait-il dire? Qu'allait-il se passer? Je l'avais suivi des yeux avec une émotion cruelle. Ce que vous voulez, n'est-ce pas, c'est cet enfant. C'est que cet enfant ne mange pas plus longtemps votre pain. S'il en est ainsi, donnez-le-moi, je m'en charge. Vous le donnez? Dame, ne voulez-vous pas vous en débarrasser? Vous donnez un enfant comme celui-là, un si bel enfant? Car il est bel enfant, regardez-le. Je l'ai regardé. Rémi, viens ici. Je m'approchai de la table en tremblant. « Allons, n'aie pas peur, petit, dit le vieillard. Regardez, continua Barberin. Il est bien faible. Lui, faible. Allons donc, il est fort comme un homme, et solide et sain. Tenez, voyez ses jambes. En avez-vous jamais vu de plus droite? Trop mince, dit le vieillard. Et ses bras, continua Barberin. Les bras sont comme les jambes, ça peut aller, mais ça ne résisterait pas à la fatigue et à la misère. Lui ne pas résister, mais tâtez donc, vous voyez, tâtez vous-même. Le vieillard passa sa main décharnée sur mes jambes, en les palpant, secouant la tête et faisant la moue. J'avais déjà assisté à une scène semblable quand le marchand était venu pour acheter notre vache. Lui aussi l'avait tâté et palpé. Lui aussi avait secoué la tête et fait la moue. Cependant, il l'avait acheté puis emmené. Le vieillard allait-il m'acheter et m'emmener? Oh, mère Barberin, mère Barberin. Malheureusement, elle n'était pas là pour me défendre. Enfin, dit le vieillard, tel qu'il est, je le prends. Seulement, bien entendu, je ne vous l'achète pas, je vous le loue. Je vous en donne 20 francs par an. 20 francs? C'est un bon prix et je paye d'avance. Mais si je le garde, hospice me paiera plus de 10 francs par mois. Mettez-en 7, mettez-en 8. Je connais les prix et encore faudra-t-il que vous le nourrissiez. Pensez donc, s'écria Barberin, que cet enfant aura des parents un jour ou l'autre. Il y aura du profit pour ceux qui l'auront élevé. Si je n'avais pas compté là-dessus, je ne m'en serais jamais chargé. Ce mot de Barberin, si je n'avais pas compté sur ses parents, je ne me serais jamais chargé de lui, me fit le détester un peu plus encore. Quel méchant homme! Et c'est parce que vous ne comptez plus sur ses parents, dit le vieillard, que vous le mettez à la porte. Enfin, à qui s'adresseront-ils ces parents? Si jamais ils paraissent, à vous, n'est-ce pas? Et non à moi, qu'ils ne connaissent pas. Et si c'est vous qui les retrouvez? Alors, convenons que s'il a des parents un jour, nous partagerons le profit, et je mets 30 francs. Mettez-en 40. Non. Pour les services qu'il me rendra, ce n'est pas possible. Et quel service voulez-vous qu'il vous rende? Pour de bonnes jambes, il a de bonnes jambes. Pour de bons bras, il a de bons bras. Je m'en tiens à ce que j'ai dit. Mais enfin, à quoi le trouvez-vous propre? Le vieillard regarda Barberin d'un air narquois, et vidant son verre à petits coups. « À me tenir compagnie, dit-il. Je me fais vieux, et le soir, quelquefois, après une journée de fatigue,
Quand le temps est mauvais, j'ai des idées tristes. Il me distraira. Il est sûr que pour cela, les jambes seront assez solides. Mais pas trop, car il faudra danser, et puis sauter et marcher. Et puis après avoir marché, sauter encore. Enfin, il prendra place dans la troupe du signor Vitalis. Et où est-elle, votre troupe? Le signor Vitalis, c'est moi. La troupe, je vais vous la montrer puisque vous désirez faire sa connaissance. Disant cela, il ouvrit sa peau de mouton et prit dans sa main un animal étrange qu'il tenait sous son bras gauche, serré contre sa poitrine. Quelle pouvait être cette bête? Était-ce même une bête? Je ne trouvais pas de nom à donner à cette créature bizarre que je voyais pour la première fois et que je regardais avec stupéfaction. Elle était vêtue d'une blouse rouge bordée d'un galon doré. Mais les bras et les jambes étaient nus, car c'était bien des bras et des jambes qu'elle avait et non des pattes. Seulement ses bras et ses jambes étaient couverts d'une peau noire et non blanche ou carnée. Noire aussi était la tête, grosse à peu près comme mon poing fermé. La face était large et courte, le nez était retroussé avec des narines écartées, les lèvres étaient jaunes, mais ce qui plus que tout le reste me frappa, ce fut deux yeux très rapprochés, l'un de l'autre, d'une mobilité extrême, brillants comme des miroirs. « Ah, le vilain singe !» s'écria Barberin. Ce mot me tira de ma stupéfaction, car si je n'avais jamais vu de singe, j'en avais au moins entendu parler. « Voici le premier sujet de ma troupe, dit Vitalis. C'est monsieur Jolicoeur. Jolicoeur, mon ami, saluait la société. Jolicoeur porta sa main fermée à ses lèvres et nous envoya à tous un baiser. Maintenant, continua Vitalis, étendant sa main vers le caniche blanc, un autre. Le signor Capi va avoir l'honneur de présenter ses amis à l'estimable société ici présente. À ce commandement, le caniche, qui jusque-là n'avait pas fait le plus petit mouvement, se leva vivement et se dressant sur ses pattes de derrière, il croisa ses deux pattes de devant sur sa poitrine, puis il salua son maître si bas que son bonnet de police toucha le sol. Ce devoir de politesse accompli, il se tourna vers ses camarades et d'une patte, tandis qu'il tenait toujours l'autre sur sa poitrine, il leur fit signe d'approcher. Les deux chiens qui avaient les yeux attachés sur leurs camarades se dressèrent aussitôt, et se donnant chacun une patte de devant comme on se donne la main dans le monde, ils firent gravement 6 pas avant, puis après 3 en arrière, et saluèrent la société. Celui que j'appelle Capi, continua Vitalis, autrement dit Capitano en italien, est le chef des chiens. C'est lui qui, comme le plus intelligent, transmet mes ordres. Ce jeune élégant à poil noir est le signor Zerbino, ce qui signifie le galant, nom qu'il mérite à tous les égards. Quant à cette jeune personne à l'air modeste, c'est la signora Dolce, une charmante anglaise qui n'a pas volé son nom de douce. C'est avec ces sujets remarquables, à des titres différents, que j'ai l'avantage de parcourir le monde en gagnant ma vie plus ou moins bien, suivant les hasards de la bonne ou de la mauvaise fortune. Capi, le caniche croisa les pattes. Capi, venez ici, mon ami, et soyez assez aimable. Je vous prie, ce sont des personnages bien élevés à qui je parle toujours poliment. Soyez assez aimable pour dire à ce jeune garçon qui vous regarde avec des yeux ronds comme des billes, quelle heure il est. Capi décroisa les pattes, s'approcha de son maître, écarta la peau de mouton, fouilla dans la poche du gilet, en tira une grosse montre en argent, regarda le cadran et jappa 2 fois distinctement. Puis, après ces 2 jappements bien accentués, d'une voix forte et nette, il en poussa 3 autres plus faibles. Il était en effet 2h03. C'est bien, dit Vitalis, je vous remercie, signor Capri. Et maintenant, je vous prie d'inviter la signora Dolce à nous faire le plaisir de danser un peu à la corde. Capi fouilla aussitôt dans la poche de la veste de son maître et en tira une corde. Il fit signe à Zerbino et celui-ci alla vivement lui faire vis-à-vis. Alors Capi lui jeta un bout de corde et tous deux se mirent gravement à la faire tourner.
Quand le mouvement fut régulier, Dolce s'élança dans le cercle et sauta légèrement en tenant ses beaux yeux tendres sur les yeux de son maître. « Vous voyez, dit celui-ci, que mes élèves sont intelligents. Mais l'intelligence ne s'apprécie à toute sa valeur, que par la comparaison. Voilà pourquoi j'engage ce garçon dans ma troupe. Il fera le rôle d'une bête, et l'esprit de mes élèves n'en sera que mieux apprécié. » « Oh, pour faire la bête, interrompit Barberin. « Il faut avoir de l'esprit, continua Vitalis, et je crois que ce garçon n'en manquera pas quand il aura appris quelques leçons au reste. Nous allons en avoir tout de suite une preuve. S'il est intelligent, il comprendra qu'avec le signor Vitalis, on a la chance de parcourir la France et 10 autres pays, de mener une vie libre, au lieu de rester derrière des bœufs à marcher tous les jours dans le même champ. Tandis que s'il n'est pas intelligent, il pleurera, il criera, et comme le signor Vitalis n'aime pas les enfants méchants, il ne l'emmènera pas avec lui. Alors l'enfant méchant ira à l'hospice où il faut travailler dur et manger peu. » J'étais assez intelligent pour comprendre ces paroles. Mais de la compréhension à l'exécution, il y avait une terrible distance à franchir. Assurément, les élèves du signor Vitalis étaient bien drôles, bien amusants, mais pour le suivre et se promener avec eux, il fallait quitter Mère Barberin. Il est vrai que je refusais. Je ne resterai peut-être pas avec Mère Barberin, on m'enverrait à l'hospice. Comme je demeurais troublé, les larmes dans les yeux, Vitalis me frappa doucement du bout du doigt sur la joue. « Allons, dit-il, l'enfant comprend, puisqu'il ne crie pas. »« Oh, monsieur, m'écriai-je, laissez-moi à maman Barberin, je vous en prie. » Mais avant d'en avoir dit davantage, je fus interrompu par un formidable aboiement de Capi. En même temps, le chien s'élança vers la table sur laquelle Jolicoeur était resté assis. Celui-ci, profitant d'un moment où tout le monde était tourné vers moi, avait doucement pris le verre de son maître, qui était plein de vin, et il était en train de le vider. Mais Capi, qui faisait bonne garde, avait vu cette friponnerie du singe, et, en fidèle serviteur qu'il était, il avait voulu l'empêcher. « Monsieur Jolicoeur, dit Vitalis d'une voix sévère, vous êtes un gourmand et un fripon. Allez vous mettre là-bas dans le coin, le nez tourné contre la muraille. Quant à vous, monsieur Capi, vous êtes un bon chien, tendez-moi la patte que je vous la serre. » Tandis que le chien obéissait en poussant des petits cris étouffés, le chien heureux et fier tendait la patte à son maître. « Maintenant, continua Vitalis, revenons à nos affaires. Je vous donne donc 30 francs. Non, 40. » Une discussion s'engagea, mais bientôt Vitalis l'interrompit. « Cet enfant doit s'ennuyer ici, dit-il. Qu'il aille donc se promener dans la cour de l'auberge et s'amuser. » En même temps, il fit un signe à Barberin. « Oui, c'est cela, dit celui-ci. Va dans la cour. Mais n'en bouge pas avant que je t'appelle, sinon je me fâche. » Je n'avais qu'à obéir, ce que je fis. J'allai donc dans la cour, mais je n'avais pas le cœur à m'amuser. Je m'assis sur une pierre et restai à réfléchir. La discussion entre Vitalis et Barberin dura longtemps, car il s'écoula plus d'1 heure avant que celui-ci vint dans la cour. Enfin, je le vis paraître, il était seul. Venait-il me chercher pour me remettre aux mains de Vitalis? « Allons, me dit-il, en route pour la maison. »« La maison? Je ne quitterai donc pas Mère Barberin ?» J'aurais voulu l'interroger, mais je n'osais pas, car il paraissait de fort mauvaise humeur. La route se fit silencieusement, mais environ 10 minutes avant d'arriver, Barberin, qui marchait devant, s'arrêta. « Tu sais, me dit-il, en me prenant rudement par l'oreille, que si tu racontes un seul mot de ce que tu as entendu aujourd'hui, tu le payeras cher. Ainsi, attention. » Dans ce retour à la maison, mais ces derniers mots chassèrent les doutes qui s'agitaient dans mon esprit troublé. Cependant, malgré ces menaces, j'aurais parlé de mes doutes à Mère Barberin si j'avais pu me trouver seule un instant avec elle. Mais de toute la soirée, Barberin ne quitta pas la maison, et je m'endormis en me disant que ce serait pour le lendemain. Mais le lendemain, quand je me levai, je n'aperçus point Mère Barberin. « Maman, elle est au village, elle ne reviendra qu'après-midi. » Sans savoir pourquoi, cette absence m'inquiéta.
Une crainte vague me serra le cœur sans me rendre compte du danger qui me menaçait. J'eus cependant le pressentiment d'un danger. Barberin me regardait d'un air étrange, peu fait pour me rassurer. Voulant échapper à ce regard, je m'en allai dans le jardin. Ce jardin n'était pas grand, avait pour nous une valeur considérable, car c'était lui qui nous nourrissait, nous fournissant à l'exception du blé à peu près tout ce que nous mangions. Pommes de terre, fèves, choux, carottes, navets, aussi n'y trouvait-on pas de terrain perdu. J'étais à deux genoux sur la terre, appuyé sur mes mains, le nez baissé dans mes topinambours, quand j'entendis crier mon nom d'une voix impatiente. C'était Barberin qui m'appelait. Je me hâtai de rentrer à la maison. Quelle ne fut pas ma surprise d'apercevoir devant la cheminée Vitalis et ses chiens. Instantanément, je compris. Vitalis venait me chercher, et c'était pour que mère Barberin ne pût pas me défendre que le matin Barberin l'avait envoyé au village. Sentant bien que je n'avais ni secours ni pitié à attendre de Barberin, je courus à Vitalis. « Oh, monsieur, m'écriai-je, je vous en prie, ne m'emmenez pas. » Et j'éclatai en sanglots. « Allons, mon garçon, me dit-il assez doucement, tu ne seras pas malheureux avec moi. Je ne bats point les enfants, et puis tu auras la compagnie de mes élèves, qui sont très amusants. Qu'as-tu à regretter? Mère Barberin, en tout cas, tu ne resteras pas ici, dit Barberin, en me prenant rudement par l'oreille. Monsieur ou l'hospice, choisis. Non, mère Barberin. Ah, tu m'ennuies à la fin, s'écria Barberin. S'il faut te chasser d'ici à coups de bâton, c'est ce que je vais faire. Cet enfant regrette sa mère, Barberin, dit Vitalis. Il ne faut pas le battre pour cela. Il a du cœur, c'est bon signe. Si vous le plaignez, il va hurler plus fort. Maintenant, aux affaires. Disant cela, Vitalis étala sur la table 8 pièces de 5 francs que Barberin, en un tour de main, fit disparaître dans sa poche. « Où est le paquet » demanda Vitalis. « Le voilà » répondit Barberin en montrant un mouchoir de cotonnade bleue, noué par les 4 coins. Vitalis défit ses nœuds et regarda ce que renfermait le mouchoir. Il s'y trouvait 2 chemises et un pantalon de toile. « Ce n'est pas de cela que nous étions convenus, » dit Vitalis. « Vous devez me donner ces affaires. Je ne trouve là que des guenilles. Il n'en a pas d'autres. Si j'interrogeais l'enfant, je suis sûre qu'il dirait que ce n'est pas vrai, mais je ne veux pas disputer là-dessus. Je n'ai pas le temps, il faut se mettre en route. Allons, mon petit, comment se nomme-t-il? Rémi. Allons, Rémi, prends ton paquet et passe devant Capi. En avant, marche. » Je tendis les mains vers lui, puis vers Barberin, mais tous deux détournèrent la tête, et je sentis que Vitalis me prenait par le poignet. Il fallut marcher. Ah, la pauvre maison, il me sembla, quand j'en franchis le seuil, que j'y laissais un morceau de ma peau. Vivement, je regardais autour de moi, mes yeux obscurcis, mes yeux obscurcis par les larmes, ne virent personne à qui demander secours. Personne sur la route, personne dans les prés d'alentour. Je me mis à appeler « Maman, mère Barberin !» mais personne ne répondit à ma voix qui s'éteignit dans un sanglot. « Allons, Rémi, marchons, mon enfant !» dit Vitalis. Et sa main tira mon bras. Alors je me mis à marcher près de lui. Heureusement, il ne pressa point son pas, et même, je crois bien qu'il le régla sur le mien. Le chemin que nous suivions s'élevait en lacet le long de la montagne, et à chaque détour, j'apercevais la maison de mère Barberin qui diminuait. Bien souvent, j'avais parcouru ce chemin et je savais que quand nous serions à son dernier détour, j'apercevrais la maison encore une fois, puis qu'aussitôt que nous aurions fait quelques pas sur le plateau, ce serait fini, plus rien. Devant moi, l'inconnu. Derrière moi, la maison où j'avais vécu jusqu'à ce jour si heureux et que sans doute je ne reverrai jamais. Heureusement, la montée était longue. Cependant, à force de marcher, nous arrivâmes au haut. Vitalis ne m'avait pas lâché le poignet. « Voulez-vous me laisser reposer un peu ?» lui dis-je. « Volontiers, mon garçon. » Et pour la première fois, elle desserra la main. Mais en même temps, je vis son regard se diriger vers Capi et faire un signe que celui-ci comprit. Aussitôt, comme un chien de berger, Capi abandonna la tête de la troupe et vint se placer derrière moi.
Cette manœuvre acheva de me faire comprendre ce que le cygne m'avait déjà indiqué. Capi était mon gardien. Si je faisais un mouvement pour me sauver, il devait me sauter aux jambes. J'allai m'asseoir sur le parapet gazonné et Capi me suivit de près. Assis sur le parapet, je cherchais de mes yeux obscurcis par les larmes la maison de Mère Barberin. Au-dessous de nous descendait le vallon et nous venions de remonter, coupé de prés et de bois. Puis, tout au bas, se dressait isolée la maison maternelle, celle où j'avais été élevée. Elle était d'autant plus facile à trouver au milieu des arbres qu'en ce moment même une petite colonne de fumée jaune sortait de sa cheminée et montant tout droit dans l'air tranquille s'élevait jusqu'à nous. Malgré la distance et la hauteur à laquelle nous nous trouvions, les choses avaient conservé leurs formes nettes et distinctes, diminuées, rapetissées seulement. Sur le fumier, notre poule, la dernière qui resta, allait de ça et de là. Au bout de la maison, je voyais le poirier au tronc crochu que pendant si longtemps j'avais transformé en cheval. Tout était là à sa place ordinaire, et ma brouette et ma charrue faite d'une branche torse, et la niche dans laquelle j'élevais des lapins quand nous avions des lapins, et mon jardin, mon cher jardin. Encore un pas sur la route, et à jamais tout cela disparaissait. Tout à coup, dans le chemin qui du village monte à la maison, j'aperçus au loin une coiffe blanche. Elle disparut derrière un groupe d'arbres, puis elle reparut bientôt. Il y a des moments où le cœur voit mieux et plus loin que les yeux les plus perçants. Je reconnus Mère Barberin, c'était elle. J'en étais certain, je sentais que c'était elle. « Eh bien, demanda Vitalis, nous mettons-nous en route. »« Oh, monsieur, je vous en prie. »« C'est donc faux ce qu'on disait, tu n'as pas de jambes. Pour si peu déjà fatigué, cela ne nous promet pas de bonne journée. » C'était Mère Barberin, c'était sa coiffe, c'était son jupon bleu, c'était elle. Elle marchait à grands pas comme si elle avait hâte de rentrer à la maison. Arrivée devant notre barrière, elle la poussa et entra dans la cour qu'elle traversa rapidement. Aussitôt je me levai debout sur le parapet, sans penser à Capi qui sauta près de moi. Mère Barberin ne resta pas longtemps dans la maison. Elle ressortit et se mit à courir de ça et de là dans la cour, les bras étendus. Elle me cherchait. Je me penchai en avant et de toutes mes forces je me mis à crier. « Maman, maman !» Mais ma voix ne pouvait ni descendre ni dominer le murmure du ruisseau. Elle se perdit dans l'air. « Qu'as-tu donc » demanda Vitalis. « Deviens-tu fou ?» Sans répondre, je restai les yeux attachés sur Mère Barberin, mais elle ne me savait pas si près d'elle, et elle ne pensa pas à lever la tête. Elle avait traversé la cour, et revenue sur le chemin, elle regardait de tous côtés. Je criai plus fort, mais comme la première fois, inutilement. Alors Vitalis, soupçonnant la vérité, monta aussi sur le parapet. Il ne lui fallut pas longtemps pour apercevoir la coiffe blanche. « Pauvre petit » dit-il à mi-voix. « Oh, je vous en prie » m'écriai-je, encouragé par ces mots de compassion. « Laissez-moi retourner. » Mais il me prit par le poignet et me fit descendre sur la route. « Puisque tu es reposé, dit-il, en marche, mon garçon. » Je voulus me dégager, mais elle me tenait solidement. « Capi, dit-il, Zerbino. » Et les deux chiens m'entourèrent, Capi derrière, Zerbino devant. Il fallut suivre Vitalis. Au bout de quelques pas, je tournai la tête. Nous avions dépassé la crête de la montagne, et je ne vis plus ni notre vallée ni notre maison. Tout au loin seulement des collines bleuâtres semblaient remonter jusqu'au ciel. Mes yeux se perdirent dans des espaces sans bornes.